Mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue ici au Musée national suisse Château de Prangin. Je salue les personnes qui nous ont rejointes et je vous salue, vous tous qui êtes à la maison ou ailleurs en train de nous suivre par écran interposé. Donc, souhaiter une cordiale bienvenue à ce premier Café Climat, mais deuxième intervention, cette fois avec Jacques Dubochet, après une première intervention très remarquée avec Dominique Bourg. Pour nous, l'idée, c'était vraiment de créer une plateforme de discussion autour de l'écologie sur un mode convivial et surtout dans un cadre exceptionnel, celui du jardin potager historique, qui est aussi, faut-il le rappeler, un véritable conservatoire de fruits et légumes anciens. Le maître de cérémonie, le maître à penser de cette journée aussi est mon collègue conservateur des jardins, Stéphane Repas-Mendes. Je lui cède la parole pour qu'il nous introduise notre prochain invité. Très belle suite d'après-midi en notre compagnie. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Château de Prangin donc pour cette deuxième intervention avec Monsieur Jacques Dubochet. Je me présente, donc je suis Stéphane Repas-Mendes, je suis en charge de ce beau potager. C'est un conservatoire, c'est-à-dire que son but c'est de conserver. Or pour conserver, il faut valoriser ce qui s'y trouve. On le valorise par des visites guidées, par du contenu, en attirant le public comme on le peut et de manière plutôt réussie ici. Et aussi à travers des manifestations publiques. Et donc l'idée de ce Café Climat est née il y a maintenant un peu plus d'une année, avant l'arrivée de cette fameuse Covid. Donc l'événement a déjà été annulé une première fois, ou reporté, comme il est coutume de dire apparemment dans le milieu depuis plus d'une année. On a pu le réaliser aujourd'hui, mais l'incertitude était telle qu'on a décidé de se donner les moyens de le filmer et de le rediffuser et de le diffuser en live. Et d'où le matériel et l'installation que vous voyez autour de nous. Nous accueillons donc Monsieur Jacques Dubochet pour nous parler de l'engagement citoyen. Maintenant qu'on a fait un peu un état des choses avec monsieur Dominique Bourg. On va discuter de qu'est-ce qui a peut-être amené monsieur Dubochet à s'engager pour le climat et pour ceux qui le vivront plus tard. Et en compagnie, grâce à monsieur Jean-Luc Paquier, qui est notre modérateur aujourd'hui et qui essaiera de cadrer, dans la mesure du possible, cette discussion. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à M. Pasquier. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous public, à mon tour de vous saluer, mais surtout de saluer M. Jacques Dubochet. On a entendu tout à l'heure votre confrère Dominique Bourg parler de la crise, parler des problèmes et finalement qu'il y avait une sorte de petite solution qui pointait le bout de son nez. Mais est-ce que M. Bourg avait raison ? C'est une bonne question. Merci. Regardez le temps qu'il fait. Magnifique. Regardez ces arbres, regardez cette diversité dans le jardin. Il y a un mois, j'étais à la montagne dans le Val d'Airain. On était sous la neige. Est-ce que c'est vrai que le climat est foutu? Ça n'a pas l'air. Et puis, on nous dit qu'il fait 1 degré de plus. Mais cet hiver, on a eu du -20. L'année passée, on avait du 35 ou je ne sais pas quoi. De -20 à 35, c'est beaucoup. Est-ce que 1 degré, ça compte? Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que ça compte, monsieur, dame? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Hein? Je ne suis pas du tout certain que vous le sachiez vraiment. On a entendu M. Bourg qui nous a rabattu les oreilles pour nous dire c'est terrible. Mais si on n'en est pas sûr, si on ne le sait pas par soi-même, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on va y réfléchir. C'est-à-dire que quand la situation est devenue, on en a parlé avec drame, il y a longtemps que moi ça m'intéresse, mais
très très longtemps. Mais quand on s'est rendu compte que, quand on nous dit c'est terrible, avec un collègue de Zurich, professeur honoraire à l'EPFZ, on avait travaillé il y a 40 ans sur un problème de structure moléculaire. Et on est très différents. Lui, c'est un pinailleur épouvantable. Moi, je suis un bâcleur terrible. Et puis, on avait ensemble fait un magnifique boulot, très vite, très clair. Et puis, après, on ne s'est plus rien fait. On ne s'est plus revu. Et puis, voilà, on s'est retrouvés il y a 3 ans, comme ça. Puis, on s'est dit, mais c'est vrai, cette histoire de climat. Est-ce que tu en es sûr? Est-ce qu'on peut le comprendre, nous? Nous, on n'est pas des spécialistes, on est des citoyens comme tout le monde, comme vous, monsieur, dame. Mais oui, comment peut-on comprendre ce qui se passe? Alors, on peut aborder la question de 1000 façons, n'est-ce pas? Il y a les botanistes qui s'y posent, les gens des insectes, etc. Bon, nous, on a choisi de réfléchir à un truc qui nous paraissait simple, la température. On nous parle d'augmentation de température, réfléchissons à cette température. Alors, on prend les données sur la température. Écoutez, elles sont sur l'ordinateur. Moi, je tremble quand j'écris ça pas très bien. Alors, mais le Tobib me dit, c'est pas grave. Bonne affaire. Alors, j'ai mis ici les courbes. Voilà. On parle, par exemple, de 1900. Ça, c'est 2000. Ça, c'est maintenant. Et puis, ça, c'est la température. Mais, c'est pas la... Ouais, voilà, vous voyez, aux environs des années 70, comme ça, il y a eu une sorte de plateau, etc. Alors, prenons ceci comme point de départ et disons, ça, c'est le degré zéro de la température. Et puis voilà, puis ça, c'est plus, ça, c'est moins. Et puis, on a toutes ces données, et puis on essaye de voir quelle est... quand un scientifique a... Alors ici, évidemment, il faut voir les vraies données. Les données sont bonnes, vous savez. Hein? Elles sont mesurées. Mais c'est difficile. Parce que c'est une température moyenne de la Terre. Et je vais vous donner juste une petite illustration comme quoi ces mesures, c'est sérieux et c'est compliqué. Dans les années 30, on s'est aperçu que la température du Pacifique Nord a changé tout à coup de à peu près 0,3 degrés. Et ça veut dire qu'on s'aperçoit quand il y a 0,3 degrés qui changent dans cette zone-là. Et il a fallu un certain temps pour comprendre. Et l'explication, c'est que la plupart des mesures là-bas se faisaient par des bateaux japonais. Et c'est normal, Pacifique Nord et américain. Et là, pour faire les mesures, on envoie dans l'eau une seille, on remonte l'eau, on la met sur le pont et on mesure la température de l'eau dans la seille. Puis on la mesure plus ou moins vite, etc. Puis à ce moment-là, ils ont changé leur méthode. Au lieu d'avoir une seille en bois, ils avaient des seilles en plastique. Et vous comprenez, mesurer dans des seilles en bois, en prenant son temps, etc., ou dans du plastique, c'est différent. Et ça fait ces 0,3 degrés de différence. Je vous donne, c'est Martine Rebetté, qui, vous savez, notre météo, notre spécialiste du climat de notre région, les professeurs à Neuchâtel et à l'EPFZ. Et elle explique ça dans son bouquin. Mais je vous donne cette petite illustration pour vous expliquer que 0,3 degrés, c'est sérieux, on sait détecter ça. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas à 0,3 degrés, eh ben, on s'agite. Voilà. Donc, ces données sur la température moyenne, c'est du solide. Les voici donc. Puis alors, ça c'est des tas de points ici qui vont comme ça. Quand un scientifique reçoit une courbe comme ça, il jouit. Les belles données. Et il essaye de comprendre quelle est la loi qu'il y a là-dessous. Alors, pour cela, vous voyez, on cherche des lois. La loi la plus standard, c'est la loi par défaut. C'est la loi de proportionnalité. 1 pomme, 1 franc, 2 pommes, 2 francs, 10 pommes, 10 francs, etc. Facile. Et là, on constate que c'est joli cette montée. Regardez cette montée. Oh, attendez, je vais la faire de quelle couleur?
Ah, je n'ai que 2 couleurs, là. Là, je prendrai celle-ci. Ben voilà. Alors, ben voyez, là, vous avez de belles montées. Ouh là là, ils ont été radins avec moi. Voilà. Ben voilà, vous avez une belle montée proportionnelle ici. Et ça va, j'ai oublié combien ça fait à peu près 0,15 degrés par décade ou quelque chose comme ça. Ça va, c'est bien régulier, ou j'ai dit n'importe quoi, qu'importe. Mais c'est pas très bien parce que vous voyez, ça colle. Ah, les approximations linéaires, ça marche toujours, sauf cas spéciaux. Et effectivement, ça marche. Mais ça marche pas très bien. Vous voyez, ici, ça dérape, ici, ça va pas du tout, et puis ça va pas avant. Alors, on se dit, ah, non, il semble plutôt que la courbe, eh ben, elle accélère quelque part. Ça monte. Alors, quand on monte, il faut trouver une autre loi que la proportionnalité. La proportionnalité, ça veut dire, vous voyez, ça veut dire c'est la montée de température est proportionnelle à la date. Et bon, ben non, c'est pas très bon, ça. Alors, on cherche une loi qui monte de plus en plus vite. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez, une loi où la montée est proportionnelle au carré de la date. Eh bien, elle monte de plus en plus vite. Il y a plein de lois possibles, mais les scientifiques en connaissent une. Quand on en parle de ceci, on pense tout de suite, c'est l'exponentielle. C'est la deuxième qui vient à l'esprit après la linéaire. Et là, on a une procédure mathématique pour chercher la meilleure exponentielle qui colle avec les données. Et là, il y a un truc. Alors, je vais essayer de la dessiner. Je la dessine, c'est rouge, je la dessine en noir, là. Ben, vous voyez, ce serait quelque chose qui pourrait être quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Voilà. Et puis une exponentielle, alors, c'est une loi qui dit ce n'est pas proportionnel au temps, c'est la différence, la proportion d'augmentation est proportionnelle au temps. C'est comme l'argent, votre riche argent que vous avez mis à la banque et qui permet de croître de 10% par année, comme c'est habituel. Eh bien, 10% cette année, votre capital a augmenté, 10% l'année prochaine, et patati et patata, et ça ne cesse d'augmenter. C'est formidable. Bon. Mais quand vous voyez, j'aurais pu mettre une courbe quadratique ou une autre courbe, vous n'aurez rien vu de différence. Mais les matheux, là, les scientifiques, quand ils ont une courbe exponentielle, ils ont un truc. Ils ont un truc très facile pour mieux en parler. Alors, ils reprennent toutes leurs données, la même chose, et puis, c'est les mêmes grandeurs ici. Sauf que maintenant, au lieu de on met les années ici de la même façon, et puis ici, on va mettre non pas le delta t, mais on va mettre la proportion, on va mettre le logarithme. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ici, on a un dixième de degré. Ici, on a 1 degré. Ici, on a 10 degrés. Voilà. Et vous voyez, c'est pas du tout. Mais on prend exactement les mêmes données qu'avant. Les mêmes points. Et on les met là, dans cette même ligne. Et il se passe quelque chose de tout à fait bizarre. C'est que si c'est une exponentielle, les points se mettent sur une droite. Quick! Alors une droite, c'est très facile à voir. On voit si on est sur une droite ou sur un truc qui monte ou qui descend. Et c'est là, et les points. Et les points sont magnifiquement sur une droite. Sur une droite, je n'ai pas mes échelles correctes. Ici, une droite qui double tous les 30 ans. Et depuis 80 ans, depuis tout le diagramme d'avant, au début, on n'est pas du tout précis, mais depuis les années 30 et depuis les années 60 en tout cas, les courbes s'alignent sur avant
aïe. Avant, l'erreur est considérable, donc les points sont très dispersés, mais là, c'est magnifique. Alors, évidemment, le scientifique, quand il a ça, il se régale. Il dit, c'est magnifique, on a une superbe exponentielle. Oui, mais nous, citoyens, on ne se régale pas. Parce que vous comprenez, ici, on a pris 1 degré. Oh là là, c'est tout faux, mais là, voilà, alors ici, on a 1 degré. Ici, on a 1/10. Ici, on est à 1 centième. Oui, voilà. Oh là là, ça va mal. Et ici, on se pose la question, oui, mais qu'est-ce qui vient après? Et vous savez, l'exponentielle, c'est une sale courbe. Parce que elle n'est pas... On a beaucoup de peine à se l'imaginer. Vous connaissez tous l'histoire de c'est Manet, ou Manet, qui avait posé dans l'étang de Giverny, il avait posé une petite plante qui se multiplie tous les jours. Et puis, vous savez qu'elle double tous les jours. Ben, il y en a 2, 4, 8, etc. Et puis, à la fin du mois, tout l'étang est couvert. Question, quand est-ce que l'étang était à moitié couvert? Mais tout le monde le sait. Il n'y en a pas un parmi vous qui osera dire le 15. Parce qu'elle double tous les jours. Donc, la moitié, c'était le 29. C'est ça le drame de l'exponentielle. C'est que ça va beaucoup plus vite que tout ce que l'on imagine. Et ainsi, nous sommes à 1 degré d'augmentation maintenant. Les 1,5 degrés, on continue de suivre. Les 1,5 degrés, ça c'est 1,5 degrés. Eh bien, c'est pour 2030. Ouais. Et 1,5, c'est ce que la conférence de Paris ne veut pas dépasser. Et puis, 2 degrés, c'est là, c'est ce que les spécialistes disent, il ne faut pas dépasser. Parce que si on les dépasse, notre société est foutue. 2040. Et puis, nous avons une loi COVID qui nous dira qu'en 2050, on aura tout arrangé. Mais, voyez, on continue. Et si on continue ça jusqu'à l'âge, jusqu'au moment où mon petit-fils aura mon âge, il est tout neuf, mon petit-fils, eh bien, on sera à des 6-8 degrés. Et vous comprenez, 6-8 degrés, ça ne va pas. C'est simplement pas viable. On sera tous morts avant ou je ne sais pas quoi. Le monde sera dans un chaos invraisemblable. Il faut bien voir. Alors moi, je ne sais pas. Ça, c'est du futur. Je ne suis pas un futurologue. Je peux simplement savoir, ça, on le sait. Ce sont des faits. Et vous voyez, depuis les années 1990, on s'est dit de beaucoup de côtés, oh là, il faut arrêter avec ça. Donc on a pris toutes sortes de mesures, les pays ont pris des lois, on a fait des programmes spéciaux. Mais ça n'a pas changé d'un fifrelin. On n'a pas... Cette loi, elle est têtue, cette loi. Elle ne va pas s'arrêter d'un coup. Si on veut changer, il faut changer d'une manière massive et différente. Oh merde alors. Ouais. Bon. Ça, c'est... Alors, les fêtes sont jusque-là, et les fêtes annoncent mal la suite. Pas la fête. Ah. Bon. Et pourquoi la température augmente-t-elle? Ben, il y a des tas de gens qui disent c'est à cause du CO2 dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'ils en savent? Moi, je veux bien, hein? Alors, qu'est-ce que fait-on? On prend nos courbes et on prend la même chose. Ben, je ne vais pas leur faire parce que vous allez voir. Maintenant, on fait la même chose, mais ici, on met la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère. Le temps. Et ben celle-ci, alors, la concentration du gaz carbonique, elle est mesurée très, très, très précisément. Là, c'est beaucoup plus précisant que la température moyenne. Et vous connaissez tous cette montée
C'est cette montée qui a cette forme. Et là où mon crayon rouge. Il est bien caché au milieu là-dessous. C'est très dommage. Ah oui, pardon. Voilà. Vous savez, c'est cette montée. Maintenant, on l'a mis à côté, qui va comme ça. Toutes les années, elle fait un petit gligli comme ça. Alors, vous savez pourquoi elle fait un petit gligli comme ça? Pourquoi la concentration en CO2 dans l'atmosphère varie chaque année, elle monte, elle descend? Parce qu'on a des saisons. Pardon? À cause des saisons. À cause des saisons. On y revient. Elle vient parce que le CO2, vous savez à quoi il sert? Il sert à me faire, moi, et ça, nous sommes faits de CO2. C'est de l'air qui nous nourrit de CO2. Pas directement, à travers les plantes qui font la synthèse et qui mangent le CO2 de l'atmosphère. Donc, et au printemps, la nature mange le CO2, avale du CO2, la concentration en CO2 tombe, puis en automne, les plantes se décomposent et le CO2 remonte. Vous avez dit que c'est les saisons. Mais elles vivent par rapport aux saisons, les plantes. Mais il existe une Terre, et il y a un nord et au sud. Qu'est-ce que vous faites avec l'hémisphère sud? Est-ce qu'il n'y a pas de synthèse là-bas? Alors pourquoi est-ce que l'hémisphère sud ne compense pas l'hémisphère nord? La masse des continents est plus petite. Ben oui, il suffit de regarder une map monde, et puis vous voyez tout de suite, quoi. C'est bon, on continue. Et maintenant, cette courbe-là, eh bien, vous savez comment est-ce qu'elle est quand on l'analyse de cette façon? Eh bien, c'est la même chose. Strictement, simplement, beaucoup plus précis que là. La croissance est exponentielle avec un doublage tous les 30 ans. D'où on se posait la question, pourquoi est-ce que la température augmente? J'en sais rien, mais je m'aperçois que la croissance du CO2 suit exactement la même loi physique, la même loi mathématique que la croissance de la température. Ça ne veut pas dire que l'un dépend de l'autre, ça pourrait tout à fait être que le CO2 augmente parce que la température augmente. Peut-être. On a quelques raisons de penser que non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt l'augmentation du CO2 qui produit l'augmentation de température. Mais il y a encore une question à se poser. Mais vous avez déjà bien tenu ces 2 points. Température, loi exponentielle avec doublage tous les 30 ans. Même chose, CO2 concentration, doublage tous les 30 ans. Ouh là là, je fais trop long. J'arrive. Doublage tous les 30 ans et exponentielle. Maintenant, pourquoi est-ce que le CO2 augmente? Je sais pas, moi. Une hypothèse que certains prétendent, toi par exemple, c'est que les hydrocarbures fossiles que l'on brûle, qui étaient là en bas depuis 200 millions d'années, tout à coup on les fait sortir en 100 ans. Et ça change, ça fait beaucoup de carbone qu'on met là-dedans. Et cette source de carbone, c'est quoi cette source de carbone? Vous savez, on sait assez bien combien de carbone fossile on brûle par année. Et ceci depuis longtemps. Alors on fait la même courbe. Et ici, on met comme courbe, naturellement, on met la quantité de carbone fossile brûlé en diagramme semi-logarithmique, naturellement. Et puis ici, les années. Et qu'est-ce que ça donne? Je vous le donne en 1000, mais vous l'avez deviné. Mais c'est terrible, c'est incroyable. Eh bien, c'est 30 ans. C'est une exponentielle qui double en 30 ans. Donc, vous voyez, vous avez... Alors là, on fait notre petit graphique. On fait notre petit graphique sur la prochaine page. Et on a l'augmentation de température. Voilà. On va vous aider. Delta T. C'est là. Ici, nous avons delta CO2. C'est là.
Et on voit que... Et puis, on a delta, ici, on a combustible fossile. Et on voit que ces trois phénomènes suivent exactement la même courbe. Alors, évidemment, on peut reprendre ici, la température augmente, la consommation en combustible augmente, parce qu'il fait... ça serait bien. Parce que la température monte. Non, ce n'est pas comme ça. Visiblement, c'est les carbones fossiles qui augmentent, qui produisent le CO2, qui produit le delta F et le delta T. Et tout ça, c'est direct, linéaire, tout droit. Je vous ai dit combien cette courbe est une catastrophe, combien cette exponentielle est terrorisante. Mais cette deuxième relation, elle est magnifique. Elle porte l'espoir. Pourquoi porte-t-elle l'espoir? Parce qu'on brûle du combustible fossile et il y a une relation directe et immédiate entre ça et ça. Oh! La conséquence, c'est on veut arrêter ça, on arrête ça. C'est vite vu! Tout ce que je vous ai raconté nous porte un message. Pour maîtriser cette température, il faut stopper la combustion de carbone fossile. Ce ne sera peut-être pas facile parce qu'on ne sait pas si la réaction sera très rapide. Peut-être que si je l'arrête aujourd'hui, il faudra encore un petit peu de temps pour arrêter là. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'il nous dit là, c'est que pour arrêter l'augmentation de température, il faut arrêter l'utilisation du carbone fossile. Point, terminé, bâché. Voilà. Et puis il faut faire vite. Il faut le faire vite. Parce qu'on a un problème. Vous comprenez, cette relation-là de proportionnalité est formidable. Ça veut dire donc que si j'arrête ici, ça arrête là. Mais est-ce que ça va durer toujours? Vous voyez, il peut arriver un phénomène fâcheux. Imaginez que, là, à cause de l'augmentation de température, à cause de ceci, la glace fonde au pôle. Et parce que la glace fonde au pôle, la lumière du soleil, au lieu d'être réfléchie sur une neige brillante, reste dans l'eau. Et ainsi, la quantité de chaleur déposée sur Terre augmente. Ça veut dire que l'augmentation de température augmente à cause de quoi? À cause de l'augmentation de température. Tandis qu'avant, l'augmentation de température, c'était à cause des carbones fossiles. On arrête ça, puis c'est fini. Mais maintenant, une fois que c'est parti, vous voyez, on a ça. Un cycle. Ou bien, l'augmentation de la température produit plus d'incendies. Incendies dans les forêts tropicales, incendies dans les forêts boréales. Et évidemment, les incendies, ça fait plus de CO2. Et ce CO2 qui augmente, hop, alors la température produit l'augmentation de CO2 qui lui produit l'augmentation de température. Ça, c'est ces fameux tipping points dont on parle. La bonne nouvelle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que non. Apparemment, avec mon schéma hyper simplifié, nous n'avons pas atteint les tipping points. Pour le moment, la recette d'arrêter ici reste valable. En gros, en très gros. Ouf! Alors grouillons-nous, parce que ça ne va pas durer. Voilà. C'est fini. Merci, monsieur le professeur. Une brillante démonstration pour nous exprimer en fait quelque chose de très complexe. Vous l'avez bien simplifié, mais j'imagine que les questions brûlent sur les lèvres du public en ligne également. Donc j'ouvre désormais le débat pour vous poser des questions très précises justement sur ce que vous venez de démontrer et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en fait personnellement, donc ponctuellement, que ce soit local ou global. Donc je laisse vraiment le public s'exprimer et poser des questions. On a une question par ici. Merci Monsieur Dubochet pour votre conférence qui nous donne toujours beaucoup d'indications sur ce qui nous attend. Moi, je serais déjà contente si à la radio, à la télévision, partout dans les médias,
qu'on nous dise, quand on parle de 1 degré, voire 1,5 degré, qu'est-ce que ça représente pour les villes en Suisse? Parce qu'on parle d'une moyenne, avec, on sent qu'il y a 2 tiers d'océan et puis 1 tiers de continent, au pluriel. Donc, 2 tiers de... 1 tiers de terre, de continent. Donc, peut-être que ça serait plus parlant pour nous, les citoyens, de savoir que ce 1%, peut-être qu'à Genève, ça va, d'ici 5-10 ans, représenter 4 degrés de plus à Genève, par exemple. Et ça, c'est important pour que ça touche aussi l'émotion et plus la raison. De savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que 1 degré, on se dit 1 degré, bon, ben, c'est rien, quoi. Voilà. Écoutez, il faut demander aux spécialistes. Moi, je ne sais pas modéliser un climat sur un ordinateur. Il y a plein de gens qui savent. Mais ce que je vous ai donné, ce sont des faits tels que vous et moi pouvons les saisir, les comprendre et les assimiler. Bon, maintenant, j'ai aussi appris que dans nos montagnes, dans mon Val d'Airain là-haut, eh bien, la température est déjà montée. La température oui, la courbe de température, c'est 2 degrés là-bas, hein, déjà. Et enfin, un peu dans toute la Suisse, c'est 2 fois plus que pour le reste du monde. Et puis, dans les villes aussi, c'est nettement plus. Mais la grande question, c'est cette question de cette dame qui m'avait abordé une fois, qui disait justement, moins 20 en hiver chez nous, plus 36 en été, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de votre degré? Ben voilà, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas répondre à ça, mais j'écoute ce que des spécialistes disent, qui étudient les choses. Et par exemple, les gens du Sahel disent, il y a 200 millions d'habitants dans le Sahel, eh bien, et toi tu as répété ceci, le Sahel, avec les quelques degrés qu'on aura en plus d'ici quelques années, eh bien, ce ne sera pas viable. Parce que, avec une grande humidité et une température nettement au-dessus de 37, on meurt. Et vous voyez, alors, quelle sera la conséquence pour nous? Il y a 200 millions de personnes aux portes de l'Europe qui crèvent. Ils ne vont pas se laisser crever. Vous voyez, aujourd'hui, en Europe, avec 1 million de réfugiés par année, on sent panique. Alors, on a décidé de densifier. Mais densifier pourquoi? Mais il faut se densifier pour accueillir le monde. Et il faut densifier pour faire face à des situations auxquelles qu'on imagine à peine, mais qu'on devrait bien imaginer un peu. Et voilà, moi je ne peux pas répondre à votre question. Vous pouvez aussi bien que moi, et il faut le faire. Où va-t-on? Ça ne va pas être bien. Hein? Ça ne va pas être bien si on ne fait pas un effort immédiat, considérable, énorme. Et ça motive. Quand on comprend que non, il faut se bouger. Oui. Continuer, moi je trouve aussi que les politiciens, parce qu'ils sont élus pour 4 ans, donc d'ici 2030, il va y avoir déjà plusieurs gouvernements, mais on dit on a un programme climatique pour les années 50, enfin dans 2050. Mais 2050, c'est complètement abstrait, c'est complètement loin, et les politiciens, ils ne se sentent pas responsabilisés. On devrait fixer les objectifs à 5 ans ou 10 ans ou quelque chose qui soit beaucoup plus proche, parce que sinon la responsabilité est totalement diluée, ce qui est une absurdité parce qu'on est vraiment dans l'urgence. Alors, d'accord, je suis d'accord, vous en savez ça aussi bien que moi, ou mieux que moi, je ne sais pas. Je constate, toujours en simplifiant terriblement, mais là, ce n'est pas mon domaine, c'est mes élucubrations psychosociales. Je vois 3 classes de personnes dans notre société moderne ici. Il y a ceux qui ont le pouvoir, nos politiciens, ceux qui font marcher la machine. Ceux-ci, ils sont bien installés. Ils sont ou bien
mes jeunes collègues en sciences qui travaillent sur leur thèse ou sur leur recherche, ben, ils doivent avancer leur recherche et puis le climat s'en occupera plus tard. Moi, je me suis vraiment engagé que plus tard. Ah, ça, c'est la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les vieux. Nous, dans 10 ans, on est dehors. Et puis, et nous, ben, on n'a pas grand-chose à perdre. Et puis, les troisièmes, c'est les jeunes, les gamins. Et les gamins, eux, ils ont tout à gagner et tout à perdre. Et c'est pas par hasard. Alors, vous voyez, j'ai 2 héros. Greta Thunberg, cette gamine d'école, 15 ans, qui dit « ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et c'est pas moi qui le dis, c'est les fêtes. Regardez les fêtes. C'est formidable. L'autre, c'est Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, c'est un type un peu comme moi, un peu plus jeune. C'est un scientifique de très haut vol qui travaille sur les trous noirs de la galaxie ou ailleurs. Vous voyez, hein, les trous noirs, ben, ma foi, hein, bon. Eh bien, lui, un beau jour, quand Nicolas Hulot, le responsable du climat en France, a démissionné parce qu'il trouvait qu'on se fichait de lui, et lui, il a dit « mais non, ça ne va pas, c'est pas possible ». Et ce bonhomme, astrophysicien de grand haut vol, eh bien, il se met tout au boulot pour convaincre la France et le monde qu'il faut se sortir les pouces de n'importe où. Hein? Et voilà. Ben, ça, mais il y en a plein d'autres. Mais vous voyez, quand est-ce que nos conseillers fédéraux feront leur coming out? Bon, nous, on peut voter. Hein? Et il faut qu'on vote. Hein? Et nous, on peut élire, on peut travailler pour soutenir ceux qui vont faire le nécessaire. Eh oui, bon. Attendez, j'ai des feuillets pour les grands-parents pour le climat. Hein, vous y êtes tous, hein, allez-y tous. Oui. C'est pas mal. Hein, on fait ce qu'on peut. Oui. Madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, peut-être de ce côté-ci également? Non, c'est un simple témoignage, puisque je fais partie des grands-parents pour le climat depuis 2015, depuis la COP 21 de Paris. Nous étions ensemble. Voilà. J'ai aussi profité des 30 Glorieuses sans prendre du tout conscience du problème, alors qu'effectivement, j'apprends que ça fait plus de 50 ans que le rapport Meadows dénonce déjà les prémices de ce qui nous attend. Et une fois que j'ai pris conscience, eh bien, je m'y suis mise. Parce que pour moi, je vais pouvoir regarder mes petits-enfants dans les yeux et leur dire que votre grand-maman, elle a fait ce qu'elle a pu parce qu'elle a pris conscience suffisamment tôt, enfin pas vraiment suffisamment tôt, mais elle a envie de s'engager. Et je ne veux plus revenir en arrière. Et souvent les gens me disent « Ouais, mais tes petites actions personnelles, c'est rien. La petite douche courte, tu ne prends plus l'avion, tu n'as plus de bagnole, ok. Mais franchement, la petite Suisse, par rapport, nous on fait un millième d'émissions de CO2 par rapport au reste du monde. Il faut d'abord que la Chine, les États-Unis et l'Inde, etc., silence. Mais moi, je dis non. Il faut qu'on soit exemplaire parce que sinon, les autres pays autour de nous qui n'ont pas nos richesses, ils nous observent. Ils regardent, mais ils font quoi les pays riches pour aller essayer de faire le mieux pour la planète? Eh bien, voilà. Moi, j'estime qu'on a aussi tous notre petite part. Et puis, comme on est 8 millions, je crois, en Suisse, ben, si j'enlève les enfants, ben, je dirais on peut tous faire quelque chose, même si c'est une petite chose. Voilà. Et puis Merci beaucoup, madame. Voilà. Et les autres pays doivent... Gandhi a dit, montrer l'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de changer le monde, c'est le seul. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage de l'effet du colibri qui apporte sa petite goutte d'eau à l'entier de l'humanité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me tourne peut-être de ce côté-ci. S'il y a des questions pour M. Dubochet, il nous reste encore 2-3 minutes. Je vous en prie. Merci Monsieur Dubochet. Moi, je m'intéresse aux questions d'écologie. J'essaye d'accorder mon mode de vie pour avoir un minimum d'impact sur l'environnement, mais des fois, je me sens un peu impuissant, un peu incapable, avec une question un peu récurrente qui est par quoi je dois commencer. C'est qu'est-ce qui va vraiment faire la différence
et m'amener à faire de plus en plus de manière cohérente pour avoir cet impact dont on parle. Mais c'est très difficile de commencer, et par où faut-il commencer? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes certainement pas le seul à poser cette question. Je suis de nouveau au même niveau que vous. J'ai constaté que, bon, quand vous vous posez cette question, il est raisonnable de dire, voyons, nos politiciens qui conduisent notre pays, qu'ont-ils à nous proposer? Et vous allez regarder les projets. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Cette dernière année, on sent que tout frétille. Mais malgré tout, on n'y est pas. Non, ce n'est pas du côté des politiciens actuels que l'on a l'espoir. Allons regarder, il y a quelques les grévistes du climat, les zadistes. Vous savez, ils ont allé chercher dans leur site et ils ont des programmes, des propositions nombreuses, fortes. Et bon, ils proposent même certaines d'abord, etc. Moi, personnellement, j'aimerais tellement qu'on interdise la bagnole au centre de Morges. Vous voyez, entre la gare et le quai, fini, plus une bagnole. On peut décider ça, mais quasiment tout de suite. Bon, ce serait une petite mesure qui me ferait tellement plaisir. Eh oui. Mais c'est une petite mesure, mais on peut la prendre. On pourrait la prendre. Facile. Et on pourrait le faire vite. Est-ce qu'on va le faire? Voilà. Merci infiniment, professeur. Merci, cher public, de nous avoir accompagnés, d'avoir interagi justement dans cette problématique. Vous nous avez donné un message d'espoir. Par contre, on connaît les outils, mais ce n'est pas évident de partir de ce confort-là. En tout cas, je vous remercie encore infiniment de nous avoir abreuvé de vos paroles, tout comme M. Bourg, et de nous avoir expliqué un petit bout d'écologie avec vos paroles. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on dit au public à tout à l'heure pour écouter Madame Perret.